Merci à vous de m'avoir invité et merci pour cette présentation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et particulièrement de discuter de ce thème de l'apport des soins palliatifs précoces. Alors vous aurez remarqué que j'ai retiré le point d'interrogation dans le titre parce que en fait c'est un acquis d'évidence factuelle depuis maintenant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré le bénéfice. Donc il n'y a plus de raison de se poser la question de savoir s'il y a un bénéfice. Pour passer la diapo, pouf pouf. Ah, c'est là où il y a le scotch. Mais en regardant où? En regardant là-dessus? Non? Ah voilà. Alors, d'abord, pour planter le décor, tout à l'heure, on parlait de l'usage des mots, je pense que c'est très important. Le cancérologue se retrouve de fait opérationnellement en amont du médecin de soins palliatifs, au sens où le patient va généralement consulter le cancérologue précédemment. Et du coup, la manière dont le cancérologue va parler de la maladie ou la décrire va forcément influencer pas mal de choses. Et il me paraît important de s'entendre déjà sur un certain nombre de définitions, parce qu'il y a des dérives dans l'usage des mots, en particulier l'expression « soins curatifs ». Donc, il y a fondamentalement 3 situations en cancérologie, mais on pourrait dire en médecine d'ailleurs, mais moi je m'en tiens à mon champ de connaissances, donc la cancérologie, et on peut parler de soins curatifs, la palissade, quand il existe la possibilité de guérir. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une définition a priori. Il y a une procédure de soins dont l'application conduit à un état de guérison. On le sait à l'avance. Donc si j'ai une cystite aiguë à Escherichia coli sensible à la pénicilline, on sait à l'avance que je vais guérir. Ce qui n'exclut pas, notez, qu'éventuellement je refasse une dans 2 ans. C'est-à-dire que guérir n'exclut pas de rechuter. Mais on sait avant de commencer le traitement qu'en appliquant une procédure de soins précise, je vais être dans une situation de guérison a priori, parce que c'est connu que dans cette situation, en appliquant cette procédure, on y parvient. Il y a un certain nombre de situations en cancérologie où on peut dire ça. Un malade qui a un cancer du testicule de stade 3, si on applique la chimiothérapie du cancer du testicule, il va guérir. Voilà. On le sait à l'avance. Donc on peut s'autoriser à lui dire, monsieur, vous avez un cancer du testicule, c'est important de faire le traitement. Mais en appliquant le traitement, on peut prendre le calendrier, à telle date, vous serez guéri. Voilà. Ça c'est un soin curatif. C'est pas parce que j'ai envie que le malade guérisse. J'aimerais bien qu'ils guérissent tous. C'est parce qu'il existe une procédure qui conduit à un état de guérison. Donc c'est un a priori. Et la preuve que je suis de bonne foi, c'est que justement, on peut prendre un calendrier et dire, voilà, voyez, au mois de juin prochain, les soins seront terminés, vous serez a priori guéri dans l'état des connaissances. Donc c'est un soin borné dans le temps. Si le soin n'est pas borné dans le temps, ce n'est pas un soin curatif. Voilà. Le traitement de l'insuffisance cardiaque par IEC ou ce que vous voulez, et l'Azilix, ce n'est pas un soin curatif. Le malade, il reste avec son insuffisance cardiaque, il n'y a pas un moment où on arrête le traitement. C'est pareil en cancérologie. Si on n'a pas la possibilité de décrire a priori une procédure de soins qui, à la fin, conduit à un état supposé de guérison, c'est donc qu'on n'est pas dans une situation curative. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans une situation de soins palliatifs exclusifs, et donc c'est là qu'il y a un problème à lever, et qui est très important à lever lors de la première consultation de cancérologie, c'est que, justement, incurabilité et mort sont 2 choses qui sont tout à fait distinctes. Et le progrès médical ne se traduit pas tant par une augmentation du nombre de malades guéris, que par une augmentation du nombre de malades qui vont pouvoir vivre avec une maladie qui ne se guérit pas, qui eût été fatale rapidement, et avec laquelle ils vont pouvoir vivre longtemps. Alors, on peut prendre l'exemple du sida. Aujourd'hui, si les patients qui ont un sida prennent leurs médicaments, ils ne meurent pas du sida. S'ils l'arrêtent, ils vont faire un sida. Le progrès médical en cancérologie au stade métastatique, donc d'une maladie avancée qui eût été fatale en quelques mois précédemment sans aucun traitement, au fur et à mesure que s'accumulent des options thérapeutiques réellement efficaces, est une maladie avec laquelle il devient possible de vivre avec. Vous voyez, donc du coup, la non-guérison n'est pas la mort imminente. La non-guérison, c'est vivre avec une maladie dont on ne va pas se débarrasser. Ce n'est pas la même chose.
hein. Et ça, c'est ce qu'on a devant nous. C'est en fait ce que fait exploser le progrès médical dans tous les champs, hein. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus capable de prévenir des décès rapides de maladies autrement rapidement fatales, mais sans faire disparaître définitivement la maladie. Donc ça, il y a un temps dans la consultation de cancérologie qui est d'expliquer ça, que je résume par une métaphore sportive, en disant qu'autrefois, la cancérologie, c'était comme les matchs de tennis. Soit on gagne et on guérit, soit on perd, on meurt. Et maintenant, c'est plutôt comme les matchs de football, on peut aussi faire match nul, hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi vivre avec. Alors, c'est vrai ou pas, il ne faut pas abuser de l'expression, parce que si vivre avec, c'est pour un temps qui est relativement bref, c'est un peu un abus de langage. Mais si on parle réellement de situations où la maladie est contrôlée très durablement, oui, ça a du sens, hein. Donc maintenant, on peut effectivement vivre plus d'une décennie avec un cancer métastatique. C'est tout à fait banal, hein. Donc, du coup, on est dans cette situation de vivre avec. Et là, ce qui caractérise le soin, c'est qu'il n'est pas borné dans le temps. C'est dans cette situation particulière qui explose et où le cancérologue se retrouve tout seul qu'il est indispensable de faire venir les soins palliatifs précoces. On va y revenir. Et puis la troisième situation, c'est la situation où le cancérologue n'a aucun moyen de freiner l'évolution de la maladie. Vous voyez, comme si on était dans une pente et qu'on ne pouvait pas freiner la voiture. Et là, à ce moment-là, on se retrouve dans le soin palliatif exclusif, plus classique, où l'objectif va être de soulager, de faire que ça se passe mieux que si on n'était pas là, mais sans qu'on ait la possibilité de modifier l'évolution de la maladie fondamentalement. Alors en fait, les choses sont largement mêlées, parce que dans certains cas, le meilleur soin palliatif, c'est de faire une chimiothérapie. Si réellement le symptôme est lié à un effet de la maladie qui peut répondre à un traitement, eh ben, en fait, faire une radiothérapie d'une vertèbre douloureuse ou faire une chimiothérapie pour une convalescence, ça peut avoir un sens. Et inversement, tout à l'heure, le malade qui n'est pas curable et qui va avoir un traitement, il peut avoir toutes sortes de problèmes complexes qui justifient déjà l'intervention de l'équipe de soins palliatifs. Ce qui fait qu'on voit que la frontière ou la notion de phase perd tout sens par rapport aux situations que l'on voit. En fait, on a souvent besoin des deux compétences, celle du cancérologue et celle de l'équipe de soins palliatifs, pour déterminer le meilleur soin. Alors, à Cochin, on a un hôpital où entre 6 000 nouveaux patients atteints de cancer par an. Le service de cancérologie se distingue par un âge médian des patients qui est assez jeune, et en particulier du fait de la pathologie sarcomateuse. On est centre de référence sarcome, on a beaucoup d'adolescents et d'adultes jeunes. Donc les premiers diagnostics sont des cancers pulmonaires et des sarcomes, et donc ça, vous voyez bien qu'au stade métastatique, ça va faire des maladies cliniquement potentiellement bruyantes, des décisions qui peuvent être dures, hein, des amputations, etc. Pour autant, systématiquement, il va être possible d'annoncer au patient le diagnostic, d'annoncer au patient l'objectif thérapeutique, c'est-à-dire un des trois que je vous ai indiqués, donc souvent qu'il n'est pas possible de guérir, mais qu'il est possible de contrôler la maladie durablement, d'évoquer l'information pronostique, et puis systématiquement d'introduire l'équipe de soins palliatifs en situation complexe à risque d'une évolution défavorable. C'est ce qu'on avait appelé le parcours Ariane. Donc c'est faisable à grande échelle, c'est faisable avec des médecins différents les uns des autres. Mais il y a des ingrédients pour y arriver. Parce qu'un des enjeux, ça va être finalement comment est-ce qu'on prend une décision dans ces histoires qui sont complexes. Alors, si on compare ça à une recette de cuisine, où la recette, ça serait comment bien décider, ben, en fait, l'idéal, c'est de disposer de 3 ingrédients. La compétence, on va dire l'expertise du cancérologue et de son équipe, qui sont centrés sur la maladie, d'où l'expression cancérologue. Hein. C'est ça notre champ de compétences, c'est là-dessus qu'on nous attend. L'expertise de l'équipe de soins palliatifs, qui va être une expertise centrée sur la personne, sur la souffrance humaine, sur les moyens de la prévenir ou de l'atténuer.
et l'expertise de la personne malade et de son entourage qui eux seuls savent ce qu'ils veulent. Alors vous savez qu'il y a une étude clinique où on a demandé au cancérologue de deviner ce que voulait le malade, en partant de situations où la probabilité que la chimiothérapie marche serait de 1%, et qu'elle aurait toutes sortes des effets indésirables classiques, chute des cheveux, fatigue, perte du goût, nausée, etc. Et la question posée était, à votre avis, votre malade, il va accepter ou il va refuser? Et le cancérologue se trompait une fois sur 2. Donc autant dire que, autant jeter une pièce de monnaie en l'air, il ne pouvait pas deviner en somme. C'est ça l'expertise du malade. On ne peut pas deviner ce que veut le malade à sa place. Il faut lui demander. Donc pour bien décider, on a besoin de ces trois compétences. Et ces 3 compétences, elles vont exiger 3 conditions. La première, ça va être l'humilité du médecin référent. Si le cancérologue est convaincu qu'il sait tout sur tout, et que d'ailleurs c'est comme ça qu'on lui a appris à la fac, c'est-à-dire que si quand il y avait un QCM, j'interpellais Nathalie dans l'amphi en disant « tiens, tu peux me dire c'est quoi la réponse à la question 4 là, parce que moi je ne sais pas », on m'aurait dit « bon ben, mon vieux, tu as 0 à l'examen, t'es recalé, tu n'as pas le droit de tricher ». Tandis que maintenant c'est l'inverse. En fait, il faut au contraire identifier nos limites et introduire des compétences autres que la sienne propre et travailler en groupe. Donc finalement, c'est ce contraire de la manière dont on a appris la médecine. On l'a apprise en travaillant seul et en n'ayant pas le droit de solliciter un avis extérieur pour passer ses examens. On n'a pas appris à travailler en groupe. Là, c'est l'inverse. Il s'agit au contraire de solliciter le groupe et de tenir compte de l'avis du groupe pour prendre une décision. Donc ça, cette condition, si elle n'est pas réunie, si le cancérologue pense que justement il est un bon élève s'il fait tout seul, il ne va pas y avoir de place pour un autre regard. La deuxième condition, c'est l'intervention précoce de l'équipe de soins palliatifs. Alors ça, c'est pas original, parce que dans n'importe quel domaine, n'importe quelle compétence vous explique qu'elle est plus efficace si elle intervient tôt que tard. Le gériatre préfère arriver avant que les malades aient perdu leur autonomie, la diététicienne avant qu'ils aient perdu 20 kilos, et ainsi de suite. On est toujours plus efficace quand on intervient tôt que tard. Donc ça, c'est du bon sens. Et le troisième paramètre, c'est que si on veut respecter la volonté du malade, encore faut-il qu'il l'ait exprimée, donc on ait créé les conditions qu'il ait pu donner son point de vue. Et qu'on passe d'une médecine du consentement, où on dit vous êtes d'accord avec le fait qu'on va faire une chimiothérapie, un scanner et se revoir, à une médecine où on donne la possibilité au malade d'exprimer sa volonté avant qu'on fasse une proposition de soins. Alors, l'humilité du médecin référent, elle va s'exprimer de différentes manières, mais en pratique, elle va se traduire par un fonctionnement en équipe. Un fonctionnement en équipe, c'est pas j'ai différents clones avec moi et qui sont tous d'accord avec moi, et donc on va tous... Ça, c'est une meute. C'est pas la même chose. On va tous aboyer ensemble, on va tous être d'accord. Ça, c'est pas ça. La pluridisciplinarité, c'est pas le chef a dit, donc tout le monde est d'accord. Ça va être, au contraire, non seulement qu'il y a un groupe, mais qu'on neutralise l'effet de la hiérarchie, c'est-à-dire que chacun s'autorise à dire ce qu'il pense, et d'autre part que les personnes autour de la table aient une expertise différente, pour que la somme de ces expertises soit infiniment supérieure à une compétence donnée. Ça va se traduire par une réunion de concertation pluridisciplinaire qui, ici, n'existe pas. En routine dans les établissements, personne n'est obligé de faire des réunions de concertation pluridisciplinaire dans cette situation. À Cochin, on a appelé ça des réunions de concertation pluridisciplinaire oncopalliative, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a un décret qui impose les réunions de concertation pluridisciplinaire médico-chirurgicales au diagnostic de cancer et à la première rechute, mais après, circuler, il n'y a rien à voir, on n'est pas du tout obligé de se concerter. Donc ça, c'est une donnée, et c'est important parce que cette réunion de concertation pluridisciplinaire, elle décide, elle apporte plusieurs regards, et elle apporte un circuit froid dans le fonctionnement de la décision, c'est-à-dire qu'elle va neutraliser aussi la charge émotionnelle, éventuellement, que peut ressentir la personne qui est seule face à un patient qui est angoissé, malheureux, etc. Et puis, ça ne marche que si, évidemment, cette réunion de concertation pluridisciplinaire peut remettre en question le point de vue du médecin référent. Parce que si l'avis suprême, c'est l'avis du médecin référent, ce n'est pas la peine de se réunir. Il faut qu'en fait, ça puisse
remettre en question l'avis du référent. Sinon, ça ne sert à rien, en fait. C'est pas la peine, ne perdons pas notre temps. Hein. Donc ça c'est la partie, on va dire, technique. Mais il y a aussi l'humilité du médecin vis-à-vis du patient, qui va être de lui donner la parole. Et donc, de vouloir savoir sa volonté, ses priorités. S'il ne les sait pas et qu'il applique juste la procédure, je ne vous indiquerai pas, mais tel ou tel établissement, il y a des établissements, il y a un algorithme. Le malade n'est pas encore entré dans le bureau de consultation, mais le médecin, il a un algorithme de ce qu'il doit faire en première intention, en deuxième intention, en troisième intention. Le malade n'a même pas dit pourquoi il venait. C'est déjà décidé, en fait. Donc, la question, de donner la parole au patient, c'est donc de permettre l'émergence d'une médecine du respect de la volonté et qui va faire accoucher quel est le sens qu'a le soin pour le malade. En particulier, par exemple, est-ce qu'il privilégie la qualité du présent ou est-ce qu'il y a un enjeu sur la durée de vie et comment on gère les deux, est-ce qu'on fait des compromis sur l'un ou sur l'autre. Alors l'apport des soins palliatifs précoces là-dedans, en fait, on pourrait s'étonner qu'ils n'existent pas plus parce que tout le monde est gagnant théoriquement. Le patient, je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a des essais randomisés, donc le top de la démonstration en médecine, c'est-à-dire des essais comparatifs, hein, ça améliore sa qualité de vie, ça diminue la dépression et l'anxiété, ça prévient et traite des éléments de souffrance, ça augmente la durée de vie, ça on ne l'avait pas vu venir. C'est intéressant par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Minot. Les soins palliatifs, tenez-vous bien, augmentent la durée de vie. Et même ce qui est encore plus rigolo, c'est que plus le malade voit l'équipe de soins palliatifs, plus la durée de vie augmente. C'est-à-dire qu'en fait, plus une personne qui va mal voit quelqu'un qui l'accompagne, sans avoir un acte thérapeutique salvateur, plus il dure. Et ça, c'est prouvé. Hein. Donc les soins palliatifs, la technicienne de recherche clinique dans le service, quand je lui parlais des soins palliatifs, elle me dit « ça ne fait pas rêver ». Je pense que c'est le fond du problème. C'est que l'expression soins palliatifs, c'est quand même une espèce d'erreur de marketing, parce que ça résume mal la nature de l'apport des intervenants. En fait, les intervenants vont permettre de restituer à la personne sa place dans un soin qui, de manière assez spontanée, va être déshumanisant. Si vous dites à un patient, qu'est-ce que vous diriez que je fasse entrer dans votre chambre quelqu'un qui va contribuer à ce que vous soyez préservé en tant que personne plutôt qu'un numéro de chambre qui va au scanner, vous êtes pour ou contre? Il n'y a pas beaucoup de maths qui vont dire non. Hein. Donc, il y a assurément à faire savoir quel est le contenu réel, le fond de l'intervention et ce qu'il apporte réellement. Or, c'est démontré. C'est démontré. Et puis, un point très important, c'est que ça permet d'anticiper les conditions de la fin de vie. Parce que les soins palliatifs, finalement, ils ont commencé par la fin, parce que c'était la situation la plus évidente où on a que le simple fait d'avoir une action sur la personne était bon, et que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médicaments ou de ci ou de ça qu'on n'est pas pertinent à être là. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a démontré à la fin que ce n'est pas pertinent au début. La dignité humaine, ce n'est pas réservé aux derniers instants, c'est pour tous les jours. Donc, a priori, on a envie que notre dignité soit respectée dès le début de la maladie, pas uniquement dans les 5 dernières minutes. Donc ça, c'est le bénéfice pour le malade. Le bénéfice pour le cancérologue, alors ça, il va le reconnaître ou pas, c'est que ça va améliorer la justesse des décisions. Parce que ça, on sait que la collégialité, la multiplicité des regards différents, améliore la justesse de la décision. Donc ça, c'est le bénéfice du deuxième regard, et ça va permettre une intégration plus holistique et une démarche plus juste. Et puis pour le médecin de soins palliatifs et l'équipe de soins palliatifs, ça va donner du temps d'intervenir en amont. Donc plutôt que de traiter une souffrance qui peut être installée, qui peut-être est devenue réfractaire, c'est au contraire de prévenir son apparition, c'est d'avoir le temps de créer une relation de soins, etc., etc. Donc tout le monde est gagnant. Alors néanmoins, les cancérologues ont résisté. Voire résistent toujours. Alors, le bénéfice,
je vais peut-être passer un peu plus vite parce que j'ai peur de dépasser le temps qui m'est donné. Mais le bénéfice de la médecine palliative, à quoi ça va servir? C'est d'agir sur la souffrance humaine, pas uniquement en fin de vie, et d'être centré sur la personne et pas exclusivement sur la maladie. Et il y a tout un champ qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup de savoir-faire, qui va être de discuter par anticipation, de faire émerger la volonté de la personne, de connaître ses limites, ce qu'elle fixe comme limite. Et donc tout ce respect de la personne-là, il est intéressant le plus tôt possible. Et pourquoi tôt? Alors là, les cancérologues sont d'une mauvaise foi inouïe, parce qu'en fait, nous, c'est exactement ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que les chirurgiens disaient « Ouh là là, on va quand même pas dire que le malade a un cancer, on va quand même pas appeler le cancérologue, hein, ça va faire peur au malade. » Et donc, en fait, nous, on disait « Bah si, quand même, en fait, justement, la chimiothérapie, elle est quand même plus efficace si on la fait tôt que tard, donc il faudrait peut-être mieux nous appeler tôt que tard. » En fait, la preuve du bénéfice de la chimiothérapie adjuvante dans le cancer du sein, c'est 1974. Les réunions de concertation pluridisciplinaire dans tous les établissements de soins en France pour en discuter, c'est 1998. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a une preuve que les médecins l'adoptent en France. Parce qu'il y a des pays où c'est adopté plus vite. Donc ça veut dire que la preuve est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et ce qui a été décisif pour ce qui est de la relation chirurgien-cancérologue, ça a été un décret, une loi. Alors, la précocité, elle va aussi permettre de sécuriser le parcours de soins et de prévenir l'obstination déraisonnable. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important et qui devrait faire que, normalement, le ministère de la Santé devrait adorer les soins palliatifs et les financer à mort. Parce que, regardez, données PMSI, sécurité sociale sur 3 ans, en France. Tous les établissements de santé, il n'y en a pas un qui y échappe. Hein. Clinique privée, publique, centre de lutte contre le cancer, tout ce que vous voulez, votre hôpital est dedans. Cancer du poumon métastatique, sur 3 ans, ça fait 65 000 malades. Et on a regardé combien de malades avec un cancer du poumon métastatique sont morts intubés, ventilés, alors que c'est inapproprié, parce que justement, ils sont dans une situation irréversible. Et on a voulu regarder, dans les données PMSI, dans combien de cas et quand avait été codé soins palliatifs. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, le référent avait identifié que la situation était palliative? Ce qui ne veut même pas dire qu'il avait fait appel à l'équipe de soins palliatifs. Il avait simplement identifié que la situation était palliative. Quand il l'identifie, c'est la courbe de gauche, la probabilité de mourir intubé et ventilé est de 1%. Et quand il ne l'identifie pas, c'est la courbe de droite, la probabilité elle est de 10%. Alors, en étant gentil, c'est-à-dire en considérant qu'un séjour en réanimation, c'est 6 000 €, je pense que c'est plus, et que vous avez 10% de 65 000 personnes atteintes de cancer du poumon métastatique qui sont en réanimation, oui, on se retrouve tout de suite avec 30 millions d'euros qui partent en fumée, en fait. Ça fait beaucoup d'infirmières, ça fait beaucoup de médecins de soins palliatifs, c'est du pur gaspillage. Et là, je vous cite que le cancer du poumon, mais on peut décliner ça pour tous les autres cancers. Donc, l'obstination déraisonnable, elle est déraisonnable pour le malade, et elle conduit à une dérive financière complètement hallucinante. Donc, on nous retire des infirmières et on nous autorise à faire ça. Alors, face au constat du recours tardif des équipes de soins palliatifs et à des résistances à leur intégration au bon moment, là, une équipe américaine de Boston a fait le travail de recherche béton, méthodologiquement impeccable. Ils ont commencé à se demander, est-ce que c'est possible d'intégrer l'équipe de soins palliatifs précocement? Peut-être que ce n'est pas possible, peut-être que c'est du domaine du rêve. Dès le diagnostic des patients qui ont un cancer du poumon métastatique, c'est-à-dire dont on sait qu'ils ne peuvent pas guérir de leur cancer et qui vont donc avoir une maladie évolutive et qui, in fine, sera mortelle. Eh bien, oui. En fait, ce qu'ils ont montré par un essai de phase 2, c'est qu'en effet, il est tout à fait possible d'intégrer l'équipe de soins palliatifs. Ça ne déclenche pas d'angoisse, de stress, de malheur. Oh là là, mon Dieu, l'équipe de soins palliatifs. Non, pas du tout. Au contraire même. Donc, ils ont montré que c'était faisable. Et donc, étape suivante, essai randomisé. Ils regardent qu'est-ce qui se passe dans le cancer du poumon métastatique
si on fait une chimiothérapie ou si on fait une chimiothérapie plus introduire l'équipe mobile de soins palliatifs. Point. Alors, l'objectif principal, c'était l'effet sur la qualité de vie, en particulier sur la dépression. Et l'objectif principal, l'étude est positive. C'est-à-dire que les malades qui ont chimiothérapie plus équipe de soins palliatifs sont moins déprimés et moins anxieux que les malades qui ont chimiothérapie tout court. Donc ça clôt le débat sur « Oh là là, mon Dieu, vous allez quand même pas appeler l'équipe de soins palliatifs, mais ça va faire peur aux malades ». Bah, la preuve que non. Il faut juste savoir lire. Hein. Donc ça, c'est montré. La différence est statistiquement significative. Bon, il n'y a pas de débat. Ça a été reproduit par les Canadiens, ça a été reproduit par les Hollandais, donc ce n'est pas une spécialité américaine. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un malade américain pour ne pas être angoissé de voir arriver l'équipe de soins palliatifs. C'est vrai partout dans le monde. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objectif secondaire, c'était de regarder la durée de vie, et que la courbe rouge, c'est la courbe chimiothérapie plus soins palliatifs, tandis que la courbe bleue, c'est la courbe chimiothérapie. Et donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on découvre qu'en fait, les malades qui sont traités par des médicaments plus accompagnés vivent plus longtemps que ceux qui ont des médicaments dont on évalue l'effet tous les 3 mois. Alors c'est un sacré pavé dans la mare. Donc d'abord, ça veut dire que si le cancérologue est logique, là vous dites au cancérologue, sans dire de quoi, qu'est-ce que c'est que ces deux courbes, vous dites là, le médicament rouge, là, vous le voulez? Ah bah oui. Ah bah oui, il augmente la survie. Moi, je veux le médicament rouge, là. Bah, le médicament rouge, c'est l'équipe de soins palliatifs. Oh. Ah ben, vu comme ça, ben, en fait, vous voyez, les courbes à droite, c'est celles que je viens de vous montrer. Et là, vous voyez, en haut à gauche, c'est le bénéfice du pémétrexède dans le cancer du poumon métastatique, qui a conduit à l'AMM du médicament. Vous voyez la différence entre la courbe bleue et la courbe jaune? Elle ne fait pas rêver. Bah, personne ne discute. Hein. Rembourser le médicament qui coûte plusieurs milliers d'euros, il n'y a pas de débat. Les courbes se séparent, vous voyez bien. Donc, on le prend. Et la courbe du dessous, tous les patients qui ont un cancer du poumon opéré, bah, si vous leur faites une chimiothérapie lorsque la tumeur est un peu grosse, bah, vous voyez qu'au bout de 4 ans, vous voyez une différence, les deux courbes se séparent légèrement. C'est-à-dire que les patients qui ont été opérés et qui n'ont pas eu de chimiothérapie vivent un peu moins longtemps que les patients qui en ont reçu une après l'opération. Alors, ça veut quand même dire que tout cela, ils ont guéri sans chimiothérapie. Et tout cela, ils sont morts bien qu'ils l'aient reçu. Les gagnants, c'est ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 4% de malades qui ont tiré bénéfice de la chimiothérapie, et 96% qui n'en ont pas tiré bénéfice, soit parce qu'ils étaient déjà guéris, soit parce qu'ils ont rechuté malgré elle. Il n'y a pas de débat, les gars. Chimiothérapie for everybody. Tout le monde la reçoit. Personne ne discute. Et là, maintenant, je vous montre ces courbes-là. Vous voyez la séparation, là? Oh! Vous êtes sûr que c'est significatif? Non, mais c'est qu'un seul essai. Il faut confirmer. Puis, ce n'était pas l'objectif principal de l'étude. Alors, d'abord, vous voyez que c'est des différences qui sont quand même cliniquement notables par rapport à ce qu'on estime être des différences méritant de s'y intéresser. Donc ça, c'est déjà quand même un point à noter. Mais il y a un deuxième point qui est encore plus rare en cancérologie, c'est que les courbes, plus le temps passe, plus elles se séparent. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement les soins palliatifs apportent quelque chose dès le départ, vous voyez, les courbes se séparent dès le début, mais plus le temps passe, plus elles se séparent. Alors là, il y a un truc. Et en fait, le truc, si on peut dire, c'est que l'équipe de soins palliatifs, le malade, il lui parle assez librement. Il ne lui parle pas exactement pareil qu'au cancérologue. Donc il lui dit, vous savez, la chimiothérapie, moi j'en ai ras-le-bol. Hein. Ça me fatigue, j'aimerais bien faire autre chose. Donc l'équipe de soins palliatifs, bah, elle retourne voir le cancérologue, tu sais, la chimiothérapie, franchement, ton malade, il n'est pas demandeur. Hein. Du coup, bah, il y a plus d'arrêts de chimiothérapie dans le bras rouge. Donc, en fait, le paradoxe, c'est que, contrairement à ce que nous disent les laboratoires, qui nous disent « n'arrêtez surtout jamais », bah, en fait, ceux qui vivent le plus longtemps, c'est ceux chez qui on arrête. Pourquoi? Parce qu'il
il y a un certain nombre de patients qui ne meurent pas parce qu'il y a trop de cellules cancéreuses dans un organe vital, mais qui meurent parce qu'ils perdent de l'énergie et qu'à force d'en perdre, ils finissent par plus en avoir. Donc si on perd trop de poids, qu'on devient trop fatigué, qu'on n'a plus de muscles, la chimiothérapie, non seulement elle n'est pas utile, mais elle l'aggrave. Et c'est ce qui explique que ça se sépare de plus en plus. Donc ça veut dire qu'en fait, non seulement le médecin de soins palliatifs et l'équipe de soins palliatifs apportent quelque chose par leur propre intervention directe et la réitération de celle-ci, mais en plus, ils ont un impact par le fait d'intervenir indirectement sur la décision du cancérologue. C'est énorme, ça. Il me reste 5 minutes. Waouh. Bon, ça va panique, là. Alors, je ne peux plus passer mes diapos. Alors, je voulais quand même vous montrer que soins palliatifs précoces, démonstration du bénéfice, c'est le Lancet, c'est l'équipe de Zimmerman. Et l'équipe de Zimmerman, elle interrogeait ensuite les malades. Alors d'abord, elle l'a montré dans tous les autres cancers, pour me dire, est-ce que c'était vrai que dans le cancer du poumon? Non, c'est vrai dans tous les cancers. Et ensuite, elle l'a fait au Canada, donc ce n'est pas une histoire américaine, c'est une histoire qui dépasse la question des Américains. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que quand elle a demandé aux patients, vous avez trouvé ça bien qu'on vienne vous voir, etc., en fait, ils ont tout apprécié, sauf le fait qu'elle se présente soins palliatifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un problème autour de la manière de se présenter, qui est souvent accueilli péjorativement. Bon, j'accélère. Alors après, on nous dit, ça je l'attends, ah oui, mais c'est super ton truc, mais en fait, il n'y en a pas des médecins de soins palliatifs, il n'y en a plus, ils sont trop rares, on ne peut pas le faire. Alors ça, on peut complètement renverser la phrase. On peut complètement renverser la phrase. Alors d'abord, ça a été les champions des soins palliatifs montrent qu'on a plusieurs façons d'envisager la combinaison cancérologue-soins palliatifs. Vous voyez, en bleu, c'est les malades qui ont besoin de soins palliatifs précoces, en jaune, ceux qu'on n'aurait pas besoin. Donc, dans le monde idéal, il faudrait que le médecin de soins palliatifs identifie les bleus, et qu'il aille voir que les bleus. Mais en fait, si on lui adresse tous les malades, il est débordé, c'est pas jouable. Si on dit au cancérologue, envoie-moi les malades que tu crois utile de m'envoyer, il en envoie des bons et d'autres qui n'ont pas besoin, ça ne va pas non plus. Et donc, en fait, il faut réussir à identifier les malades à risque où il y a un vrai bénéfice. Et ça, c'est déjà fait. L'indicateur existe, il a été validé. C'est l'outil SPIC qui permet de repérer ceux des malades pour lesquels l'équipe de soins palliatifs va avoir un impact en intervenant précocement. Donc je passe, mais il est publié, et donc vous l'aurez sur cette présentation. Alors, pas assez de médecins de soins palliatifs, il y a deux façons de régler le problème. Il y a la façon des cancérologues, parce que nous, on n'était pas assez nombreux pour aller dans les RCP avec les chirurgiens. Un décret a dit qu'il fallait des cancérologues dans les RCP, on a augmenté le nombre de cancérologues à l'internat, et puis maintenant, il y a des cancérologues. Donc le premier effet, c'est la loi. Si on dit, votre établissement ne sera plus autorisé à faire de la cancérologie s'il n'y a pas une RCP oncopalliative avec un médecin de soins palliatifs, le directeur, il recrute un médecin de soins palliatifs demain. Pas de problème. Donc ça, c'est le premier moyen de régler le problème. Le deuxième moyen, il est stratégique. Donc c'est ce que fait l'équipe de soins palliatifs de Cochin, qui travaille aussi à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ils disent, bon, écoutez les amis, vous avez vu l'évidence-based médecine. Moi, mon impact de médecin de soins palliatifs, c'est quand j'interviens tôt, pas quand j'interviens tard. Et je ne peux pas voir tous les malades. Quels malades je vais voir? Ceux où j'ai un impact. Donc, pour la fin de vie, je vous donne des conseils téléphoniques et j'interviens précocement. Je mets le paquet là où je suis utile. Alors les cancérologues, ils font la gueule. Mais du coup, ils ont le choix entre l'appeler précocement et elle va les accompagner, y compris en fin de vie, ou se démerder. Et du coup, ils l'appellent précocement. Donc en fait, la rareté de votre compétence, vous pouvez la retourner en disant, je vais là où je suis utile, là où c'est démontré. Vous agrafez les publications, vous voyez, c'est au début que je suis utile. Donc là, je déborde trop, donc j'accélère. Oui, juste pour dire aussi que c'est très facile la question de la présentation de l'équipe de soins palliatifs.
Il y a 1000 manières, c'est la responsabilité du cancérologue. Un cancérologue qui ne s'est pas présenté une équipe de soins palliatifs, il doit changer de métier. Hein. Il doit simplement avoir des formules dans la consultation qui rendent naturel et qui expliquent que c'est un plus, que l'équipe de soins palliatifs va intervenir précocement. La médecine est un sport d'équipe, vous allez bénéficier d'expertises complémentaires, vous allez bénéficier de professionnels qui vont expertiser au mieux vos besoins. On ne va pas se contenter de bloquer la maladie, on va aussi pallier toute manifestation pénible. Les meilleurs pour traiter la douleur, c'est l'équipe antidouleur. La préoccupation de la personne, ce n'est pas uniquement en fin de vie. Enfin bref, il y a 1000 manières de le dire. L'important, c'est que ce soit valorisé en amont de leur introduction, pour que justement, ce ne soit pas vécu comme un drame, mais au contraire comme une chance. Et je finis en disant qu'il y a, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on est à la croisée des chemins, 2 avenirs pour les équipes de soins palliatifs. Le bon et le mauvais. Parce que pendant que les cancérologues, ils ont challengé les chirurgiens, ils ont réussi à intervenir précocement avec l'aide d'un décret. L'équipe de cancérologie, maintenant, elle a les pleins pouvoirs, elle peut prescrire des traitements antitumoraux en situation métastatique, elle fait ce qu'elle veut. L'équipe qui devrait la challenger, c'est l'équipe de soins palliatifs, mais qui pour l'instant n'est pas installée pour établir le juste équilibre. Et par contre, l'équipe de soins palliatifs, elle est challengée par la société qui lui dit « Mais attendez, mais pourquoi c'est vous qui décidez de la fin de vie au juste? Il y a d'autres manières de voir. Pourquoi des soins palliatifs? Pourquoi pas autre chose ?» Donc finalement, vous n'avez pas encore conquis le terrain de la précocité et de l'équilibre avec les cancérologues, tandis que déjà, derrière, il y en a qui remettent en question le territoire que vous occupez. Donc, il y a un risque sérieux, c'est celui-là. C'est les soins palliatifs marginalisés. C'est-à-dire que le cancérologue, il va se dire, bon, bah, moi, j'ai pas besoin de l'équipe de soins palliatifs, en fait. J'ai fait un début de soins palliatifs, je sais prescrire de la morphine, moi, je vois pas le problème, en fait. Donc, bah, je me débrouille tout seul, et puis, bah, c'est super de ne pas transférer les mains en USP, comme ça on n'a pas besoin de leur dire qu'ils vont en USP, on n'a pas besoin d'avoir des conversations difficiles, c'est cool. Donc finalement, eh ben, je reprends le malade quand il va mal, et puis quand je lui dis qu'il n'y a pas de chimiothérapie, peut-être qu'il va être désespéré, peut-être qu'il va demander une euthanasie, et puis je la ferai, et puis donc finalement, eh ben, j'ai besoin de personne. Donc, à ce jeu-là, bah, l'équipe de soins palliatifs, elle est hors sujet. Et c'est tellement vrai que se créent des soins de suite mixtes. C'est-à-dire des soins de suite où il n'y a pas besoin d'avoir dit au malade qu'en fait il est en situation palliative, et puis quand ça crève les yeux, bah en fait, il change de lit, et il passe du soin de suite au lit de soins palliatifs, vous voyez. Donc ça, c'est la gestion de la fin de vie sans l'équipe de soins palliatifs. Et puis il y a l'autre versant du sandwich, c'est que la société, elle, peut considérer qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que les citoyens qui font des soins palliatifs qui décident de la fin de vie, et que l'autonomie, bah, ça s'applique d'une manière générale, et donc, bah, ok, on peut faire des soins palliatifs, mais on peut aussi faire autre chose, on peut faire une euthanasie, un suicide assisté, on peut faire plein de trucs. Donc à ce jeu-là, bah, finalement, les soins palliatifs peuvent être gentiment mis sur le côté. Et le scénario, excusez-moi, et le scénario 2, bah, c'est de les intégrer. C'est-à-dire que le cancérologue partage la décision, qu'il y a un équilibre, une justesse dans la prise de décision, parce que d'entrée de jeu, il va y avoir l'expert de la maladie et l'expert de la personne qui vont travailler de concert et qui, tout au long de la maladie, et tout particulièrement quand il n'y a plus de preuves, vont équilibrer les décisions dans le respect de la volonté du malade. Et à ce moment-là, bon, bah, le patient, il va décéder peut-être à domicile, peut-être en USP, peut-être dans le service de cancérologie. Le recours à l'euthanasie et les demandes d'euthanasie vont s'effondrer. Pardon, à chaque fois je me trompe de côté. Donc finalement, en conclusion, il faut sortir le cancérologue de sa solitude en venant l'aider à prendre des décisions justes, en apportant un autre regard en situation de maladie avancée. L'accompagnement du patient dans cette situation, c'est une triangulaire et ce n'est pas un travail en solo. Et les soins palliatifs précoces intégrés ne sont pas une option. Ils ont démontré tout ce qu'il fallait pour être obligés. Et du coup, je vous propose ce modèle. Parce que ce que vous avez peut-être vu régulièrement, c'est qu'il y a les soins curatifs, et puis quand il n'y a plus les soins curatifs, il y a les soins palliatifs. Mais ça se peut pas, ça. Puisque si vous avez des soins curatifs, à la fin, vous êtes guéri.
Donc c'est quoi le problème? Pourquoi il y a une autre phase? Donc ça, c'est pas possible. Donc en fait, il y a un malaise d'entrée de jeu. C'est qu'en fait, si on écrit soins curatifs et soins palliatifs, il y a un truc qui colle pas. Et il y a un autre truc qui colle pas, c'est qu'il y a un trait qui les sépare, alors qu'il s'agit de travailler ensemble. Donc moi, je vous propose, vous voyez, en fait, la première représentation, c'est celle du haut. Soins curatifs, entendez, cancérologue, il fait ce qu'il veut. Puis vous voyez, tout à la fin, soins palliatifs. Deuxième option, petit à petit, les soins palliatifs entrent dans le jeu, et vous remarquerez qu'il y a toujours un trait qui sépare bien le cancérologue et les soins palliatifs. Troisième option, on travaille d'emblée, c'est les soins palliatifs précoces, mais il y a toujours un trait qui les sépare. Et la quatrième option, celle que je vous propose, c'est une médecine personnalisée au service de la volonté du patient dès le début de la maladie. C'est des soins intégrés continus où en fait il n'y a pas besoin de crier sur les toits si on est cancérologue ou médecin de soins palliatifs parce qu'on travaille ensemble. Et à ce moment-là, il n'y a pas non plus de trait qui nous sépare. On est ensemble du début à la fin. Voilà, je vous remercie.